Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour le rendez-vous InfoCœur sur la thématique de l'assurance emprunteur. Nous aurons la chance d'avoir le docteur Lauriane Legloan qui nous présentera le point de vue du médecin. Docteur Patrice Guérin va peut-être nous rejoindre, mais il avait un impératif ce soir. Nous écouterons ensuite le point de vue du patient avec le témoignage de Nicolas Floch qui va nous expliquer voilà, son vécu par rapport à l'assurance emprunteur et sa cardiopathie. Nous aurons ensuite la chance d'écouter le point de vue de l'expert en assurance avec Madame Émilie Louboutin qui est présente avec nous ce soir et qui est conseillère en protection. Nous passerons ensuite au moment d'échange et c'est vraiment là où vous pourrez poser toutes vos questions. Donc voilà, je répète une nouvelle fois les règles. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Aurélie est là pour bien prendre en compte toutes vos questions et les lira à voix haute aux différents intervenants. Donc on ne vous oublie pas, vous pouvez poser vos questions. Un petit rappel sur les ressources d'outils de l'association Petit Cœur de Beurre. Donc, Petit Cœur de Beurre, je pense que vous connaissez tous, c'est une association nationale de patients donc, qui soutient les patients atteints de cardiopathie congénitale et leurs familles. Bien sûr, dans nos missions, nous avons à cœur d'informer le patient et nous avons créé des fiches les essentiels. Ce sont des fiches recto-verso sur des thématiques relatives aux cardiopathies congénitales. Et nous en avons notamment une sur l'assurance emprunteur. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet à la rubrique Je m'informe, les essentiels. Vous retrouverez toutes les fiches et notamment celle-ci. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant laisser la parole au docteur Lauriane Legloan. Bonsoir à tous. Je vais parler au nom de Patrice Guérin et moi-même. On est cardiologue au CHU de Nantes et on prend en charge, comme certains le savent, les adultes avec des cardiopathies congénitales. On est ravis de commencer à collaborer avec Petit Cœur de Beurre et je crois que le thème choisi ce soir, ça illustre bien une des problématiques à laquelle beaucoup sont confrontés au long de la vie et qui n'est pas facile à appréhender. Moi, j'ai juste préparé quelques petites diapos d'introduction avant de rentrer dans le vif du sujet, juste pour vous rappeler, vous l'avez vu préalablement, que les malformations cardiaques, ça concerne à peine 1% des enfants qui naissent aujourd'hui et que la grande majorité d'entre eux deviennent adultes et donc seront confrontés aux problématiques notamment d'assurance et d'accès aux emprunts immobiliers. Qu'en Europe, si on regarde de manière un peu plus large, ça représente 2,3 millions de personnes et en France, 200 000 à peu près. Donc, c'est une vraie problématique. Et que nous, on a des recommandations de sociétés savantes qui maintenant font même, pour les dernières, vous voyez, de 2020, qui ont été publiées récemment, qui font, qui parlent, il y a des petits chapitres sur l'accès à l'assurance et à l'emploi. Et je crois que ça souligne bien les problématiques que vous rencontrez, c'est-à-dire que l'accès à l'assurance, ça peut se faire, mais que les gens ont souvent besoin de payer plus ou sont pas complètement assurés pour toutes les conditions médicales, et notamment cardiaques en l'occurrence. Que il n'y a pas trop de discrimination entre la complexité des cardiopathies, c'est-à-dire que les gens ont autant de difficultés avec des cardiopathies de complexité moyenne ou de complexité plus importante. Ça aussi, c'est important. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discernement de hiérarchie des difficultés médicales rencontrées. C'est vraiment des politiques d'assurance pas très, spécifiques de chaque cardiopathie. Et puis que les gens, et effectivement, vous devez, et on va le voir avec le prochain témoignage de M. Floch, là, aller voir dans plein d'endroits, frapper aux portes pour essayer d'obtenir des assurances, des taux d'assurance pas trop élevés, et que leurs médecins, on essaye, et les associations de patients sont aidants. Et juste deux diapos pour vous montrer qu'il y a quand même, que c'est un sujet auquel les médecins s'intéressent. Il y a des publications dessus avec des petites. Ça, c'était une enquête d'un centre parisien qui avait interrogé leurs adultes avec des malformations cardiaques.
Et vous voyez que sur 142 patients, là sur la partie gauche, je ne sais pas si vous voyez bien, euh, pour 63% d'entre eux qui avaient eu besoin de demander une assurance ou un emprunt immobilier, il y en avait quand même 16% qui n'avaient pas rapporté leur problème cardiaque pour ne pas avoir de soucis à la souscription de l'assurance, qui est quand même un vrai problème aujourd'hui. Et pour ceux qui avaient déclaré leur cardiopathie, il y en a 16% pour qui l'assurance a été refusée, et puis les autres, eh bien, ils ont été acceptés, mais avec des exclusions ou des coûts nettement supplémentaires. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sans discrimination entre des cardiopathies dont la complexité n'est pas du tout la même. Donc, il y a probablement du travail. Et puis, juste pour faire un focus sur l'accès aux assurances de voyage. Ça, c'était une petite étude britannique. Là encore, vous voyez que une grande partie des gens sont partis en vacances, pas en Angleterre parce que c'était des Anglais, mais en Europe ou hors Europe, et que la majorité des gens ont quand même souscrit une assurance, mais il y en a un quart qui n'ont pas déclaré leur cardiopathie pour pas avoir de soucis. Et puis pour ceux qui l'ont déclaré en étant honnêtes, il y en a un tiers qui a dû payer plus cher, ce qui est quand même un vrai problème. Donc juste avant de passer la parole, il y a du boulot. Vers qui se tourner, c'est toujours l'éternelle question que vous posez et on essaye de vous donner des tuyaux, mais c'est pas toujours facile parce que ça dépend, c'est pas du tout homogène. Et puis la vraie question, c'est est-ce qu'on doit tout déclarer? Je pense que on aura des réponses un peu après. C'est dangereux de pas de prendre ce risque-là. Voilà. Donc moi j'ai fini. J'ai arrêté Merci le partage. beaucoup, docteur Legloin. Merci beaucoup pour cette présentation. On va maintenant pouvoir laisser la parole à Nicolas Floch, qui va donc nous présenter le point de vue du patient dans tout ça. Donc effectivement, pour rebondir sur ce que disait le docteur Le Glohan, on sait déjà que sans problème entre guillemets de cardiologie ou de problème de santé, déjà le parcours pour aller faire un achat immobilier aujourd'hui est quand même assez compliqué. C'est déjà assez complexe. Donc moi j'ai vécu ça, c'était en 2019, pour remettre ça dans une échelle temporelle. Et effectivement, arrive toujours la phase de on a le crédit, on a le crédit, on a le dossier qui est instruit, et puis effectivement, au niveau de la banque, arrive le questionnaire de santé. Et effectivement, la fameuse case magique qui s'appelle êtes-vous concerné par une ALD, donc une affection longue durée. Et effectivement, on se pose la question de je le coche pas, je prends le risque, je prends pas le risque. Et effectivement, moi, à l'époque, j'étais primo-accédant donc, et assez, comment dire, novice dans le domaine. Donc, j'ai pas voulu prendre le risque. Donc, je l'ai coché. Et là, effectivement, s'ensuit tout un ensemble de questions, de questionnaires divers et variés. Et puis, commence le parcours du combattant, effectivement. Et in fine, à la fin, comment ça s'est fait terminer pour moi, c'est que la banque, effectivement, a accepté mon dossier, mais de façon unilatérale, sans discussion, sans échange, sans rien du tout. Effectivement, quand ils ont fait appel comment dire, au médecin conseil, a décidé de mettre une exclusion. Point. Et ça s'est arrêté là. Il y avait pas de possibilité de discuter, de même pas de parler de surprime, même, enfin rien, strictement rien. C'était à prendre ou à laisser, exclusion, point barre. Et ça s'est arrêté là. Et forcément, comme je le disais, déjà l'immobilier aujourd'hui, c'est comme le parcours du combattant. Se dire que quand on a trouvé une maison qui nous plaît, qu'on a l'obtention du prêt et qu'il reste juste ça, entre guillemets, qui ne passe pas, se dire qu'on met tout le projet immobilier à la poubelle juste pour ça, avec femme et enfants, c'est quand même pas simple. Donc, du coup, on s'était dit, ok, on va faire 100, on va faire 100. Et puis, effectivement, on savait que, voilà, au bout d'un an, on pouvait éventuellement essayer de voir pour trouver une délégation d'assurance ou trouver autre chose pour essayer de se faire couvrir à terme. Et donc, on a laissé le sujet sur le bord de la route pendant un an. Et puis, au bout d'un an, je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver une solution parce que je voulais pas rester ni faire subir à ma femme et puis à mon enfant cette situation qui est quand même inconfortable. Et donc, j'ai essayé de trouver une solution effectivement pour faire une délégation d'assurance. Et donc, pour ça, je m'étais dit, si je démarre seul, par où démarrer? Donc, j'avais trouvé à l'époque
un courtier en assurance spécialisé dans ce domaine-là, donc qui m'avait dit, bah, OK, je vais vous aider, on va y aller. Et donc l'avantage effectivement de ce courtier-là, c'est que, bah, entre guillemets, en montant les papiers une fois, en montant le dossier une fois, ça m'a permis d'aller solliciter 8 assurances derrière. Heu, donc là, c'est là où on découvre effectivement, ben, même s'il y avait un courtier au milieu, le nombre de papiers à fournir, le nombre d'éléments qu'on demande, le nombre de justificatifs. Donc en fait, ben, on doit justifier sur tout, hein. Enfin, pour faire très simple, on doit justifier sur tout et effectivement, comme le disait le docteur Le Glouan, bon, je considère que j'ai une cardiopathie qui est loin d'être grave ou loin d'être «complexe» entre guillemets par rapport à d'autres et effectivement, il n'y avait pas cette notion de graduation ou de «complexité» entre guillemets ou entre guillemets de risque, de gestion de risque. C'était, cardiopathie, risque, point barre et ça s'arrêtait là et il y avait pas de discussion et effectivement, le parcours du combattant dans le sens où, bah, forcément, bah, faut revenir dans le passé, donc faut sortir, au niveau du médecin conseil, les électrocardiogrammes, les comptes rendus, tous les documents de A à Z et c'est vrai que moi à l'époque, il a fallu que je sorte beaucoup, 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 beaucoup de documents. Clairement, énormément de documents. Donc je dirais que déjà le premier conseil que je peux donner, si je peux en donner un et pour moi encore une fois, il y a pas de recette miracle, mais c'est déjà au moins le moindre examen médical que l'on a, le moindre compte rendu qu'on a, c'est de le scanner, de l'archiver, de le stocker quelque part. Parce que dans le moindre document qu'on n'a pas, aller le retrouver si on ne l'a pas ou solliciter, l'hôpital qui a autre chose à faire ou le médecin qui a autre chose à faire, c'est compliqué. Et puis encore une fois, ils ont autre chose à faire. Donc le moindre élément qu'on a, le stocker, le scanner, l'archiver pour être prêt à le ressortir si jamais il y a besoin. Et je dirais que c'est avec le retour d'expérience, c'est le c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'archéologie de trouver un document, c'est quand même pas simple. Et effectivement, dans mon contexte, bah, les 8 assurances qui ont été consultées, les 8 ont refusé. Donc j'en ai certaines qui ont refusé, sans discussion encore une fois. Certaines qui ont, accepté entre guillemets de prendre en charge, mais avec une surprime, mais une surprime qui était quand même très conséquente. Et donc je me suis dit: «Bon, il y a peut-être moyen de trouver autre chose» et effectivement à l'époque avec le courtier qui m'accompagnait, bon il m'a dit: «Bah, je suis désolé, j'ai fait le max de max, j'ai sollicité 8 assureurs, les 8 ont pas pu me suivre, et la surprime était telle» entre guillemets que, entre guillemets, c'est une question, bénéfice-risque, hein, c'est toujours pareil, hein, la surprime était vraiment, «délirante» entre guillemets donc je me suis dit: «Bon, est-ce qu'il y a pas moyen encore de chercher ou de trouver autre chose?» Et donc le courtier avait été très transparent en me disant, bah, qui il avait sollicité et qui ne pouvait pas solliciter, ou qui n'avait pas entre guillemets dans son portefeuille, parce que chaque courtier a des portefeuilles plus ou moins d'assureurs qu'il peut ou pas solliciter, ou qu'il va solliciter. Et donc moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, puis j'y suis allé tout seul. C'est-à-dire que, bah, je suis allé, solliciter, 4, je sais plus si c'était 4 ou 5 assureurs différents, donc j'ai monté, auprès de ces 4 ou 5 assureurs ch un dossier à chaque fois, unitairement. Donc là, effectivement, le courtage avait l'avantage d'avoir, un dossier que je montais une fois et qui était sollicité ou soumis à 8 assureurs. Moi, je l'ai fait 4 fois, tout seul. C'est long, c'est encore plus long, c'est encore plus la croix et la bannière, et effectivement, on se retrouve dans une situation qui est pas agréable dans le sens où, ben, on s'est déshumanisé, pas grand monde n'écoute, c'est des chiffres, c'est de l'analyse de risque, c'est de l'analyse statistique, et la compréhension du contexte ou le pourquoi ou la situation que chacun vit, en fait, à l'époque, moi en tout cas, ils en avaient rien à faire. C'était pas le sujet, c'était vraiment des statistiques, du risque et puis point barre et puis c'était, des documents qu'on déposait sur des plateformes, un médecin conseil qui regardait, qui demandait éventuellement des documents en plus et puis pourquoi pas encore une autre session donc certains assureurs où j'ai dû avoir, jusqu'à 4 sessions avec des médecins conseils différents. Donc 4 fois se justifier, 4 fois donner des justificatifs ou des documents complémentaires. Donc c'est long, hein, c'est vraiment la croix et la bannière. Et j'ai eu la chance effectivement d'avoir, à un moment donné un assureur qui m'a proposé, de me prendre en charge avec une surprime, parce que forcément il y a un risque, je l'entends et je le comprends et je le conçois, mais qui était raisonnable. C'est-à-dire que ils avaient pondéré effectivement ce risque par rapport à la complexité ou le risque de ma cardiopathie que moi j'avais.
enfin que j'ai toujours d'ailleurs. Mais ils avaient vraiment pondéré ce risque-là et il y a eu cette écoute. Il y a eu cette écoute, effectivement, il y a eu cette personne-là, effectivement, côté assurance, même si c'était pas le médecin conseil, s'il y a vraiment aucun échange avec le médecin conseil, il y a aucune interaction, zéro dans tous les cas. Mais en tout cas, il y a eu cet assureur, effectivement, qui a essayé de pousser le dossier, de le défendre, d'essayer de faire en sorte, en tout cas, que ça avance et d'amener une solution. Donc c'est possible. C'est ce que je vais envoyer aussi comme message. C'est long, mais c'est possible et ça a été possible. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être couvert au niveau de mon assurance emprunteur sur mon achat immobilier, même si encore une fois, je paye une surprime, mais qui n'est pas délirante en tant que telle. Et surtout, je suis beaucoup plus à l'aise dans mes baskets, entre guillemets, dans le sens où aujourd'hui, je sais que je suis couvert, ma famille est couverte, et donc, entre guillemets, je dors beaucoup plus sereinement. Voilà. Donc des solutions arrivent. Mais en tout cas, encore une fois, le meilleur conseil que je peux vous donner pour l'avoir vécu, c'est scanner vos papiers, gardez vos documents, stockez-les, soyez prêts à les sortir. Parce que si vous ne les avez pas sous le coude et que vous allez à la pêche aux infos pour chaque dossier qu'il faut monter, c'est long, c'est très long, c'est très très long. Voilà Merci ce que beaucoup, je peux vous Nicolas. partager. Merci. Nicolas, je sais que les questions seront juste après, mais vous avez parlé de 3 conseils. Si vous pouviez juste les reprendre rapidement avant de passer à... Vous avez dit conserver tous les documents médicaux et... Les conserver, donc les scanner, les archiver et être prêt à les sortir. C'est-à-dire que si le jour où vous sollicitez une assurance, vous n'avez pas des documents sous la main, vous ne les avez pas au format numérique, vous ne les avez pas archivés, vous avez passé beaucoup de temps. Vous avez passé beaucoup de temps, ça va être très long, et en fait, vous allez devoir aller à la pêche aux infos et c'est très chronophage. Ok, donc c'est le conseil que vous recommandez. En fait, c'est ça que je Tout à voulais... fait. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ce témoignage. Je vous en prie. Et maintenant, nous allons écouter Émilie Louboutin qui va nous présenter l'avis de l'experte en assurance. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous me pardonnerez, monsieur Le Floch ou Floch, je ne sais pas comment ça se prononce. Monsieur Le Floch. Floch, voilà, très bien. Merci donc d'avoir bien pris la parole et bien expliqué les choses dans ce que vous avez pu vivre à titre personnel. Alors, je vais quand même faire un distinguo en ce qui me concerne. Moi, je travaille pour la filiale Ma Santé Facile. C'est la filiale du groupe Swiss Life qui est dédiée exclusivement à la santé, à la prévoyance, à la retraite et à l'assurance vie, des particuliers comme des indépendants ou des entrepreneurs. Cette filiale a été créée au sein du groupe pour pouvoir effectuer un réel travail de proximité. Donc, avant de prendre la parole ce soir, j'ai indiqué que étaient dans les participants certains de mes collaborateurs, on pourrait dire de mes binômes, puisqu'on travaille en région. Euh, Pourquoi? Alors, ils assistent ce soir à cette première pour nous, hein, comme partenaire, en tout cas bénévole, parce que c'est quelque chose qui tient à cœur au groupe dont on fait partie, que de pouvoir être partenaire et soutenir des associations et surtout accompagner, encore une fois, au moins en termes de conseils. Euh, donc, l'assurance emprunteur, j'entends bien qu'aujourd'hui, c'est la réelle problématique que vous rencontrez. Moi, je ne suis pas experte en assurance emprunteur. J'ai des connaissances, des choses que je vais pouvoir expliquer également, parce qu'en fait, quand vous vous déplacez en tant qu'individu particulier pour aller frapper aux portes, vous avez affaire à un conseiller, comme moi ou autre, hein, selon ou des agents généraux ou effectivement des courtiers en assurance, euh, qui vont vous faire malheureusement rentrer dans une case. Cette case, effectivement, vous disiez justement, va vous interroger sur votre passif. Alors, tout à chacun, qu'on soit atteint d'une maladie, d'une pathologie, maladie auto-immune ou non. Euh, Certaines personnes vont décider de masquer
enfin, ou de ne pas répondre directement effectivement à cette question, il faut savoir quand même que ça reste sous secret professionnel et que les assureurs n'ont jamais en fait accès au dossier médical des patients. Monsieur Floch le disait très bien, effectivement, c'est le médecin conseil qui intervient et qui envoie un courrier en fait à chaque individu. Ça ne passe pas par le conseiller et chaque individu, chaque particulier va devoir justifier et répondre au questionnaire santé si ça passe par un questionnaire santé. Ce qu'on peut retenir de positif aujourd'hui tout de même, c'est qu'il y a une tendance à l'évolution. Depuis 2022, depuis juin 2022 exactement, le questionnaire de santé qui était mis en place par les banquiers en termes d'emprunt pur, aujourd'hui n'est plus soumis à questionnaire. Pardon, j'ai mon oreillette qui cherche à s'échapper. N'est plus soumis en fait à un questionnaire de santé obligatoire jusqu'au montant de 200 000 euros par tête. Concrètement, alors il y a une condition quand même qui est celle de pouvoir rembourser l'emprunt avant 60 ans. Ça veut dire qu'un particulier, quel qu'il soit demain, veut faire souscrire un prêt à hauteur de sa tête de 200 000 euros. La loi aujourd'hui interdit clairement aux banques de demander à remplir un questionnaire de santé. Alors, je peux entendre qu'aujourd'hui, effectivement, M. Floch le disait très bien, l'immobilier aujourd'hui est complexe, l'accession à la propriété est complexe, encore plus actuellement où le climat est très instable et en dehors même de toute pathologie ou maladie auto-immune avérée. Cependant, alors il y a deux choses effectivement à retenir. Il y a ce montant, donc encore une fois, de 200 000 euros qui n'est pas soumis à QS par tête, c'est important. Et il y a aussi ce que l'on appelle le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli dans un questionnaire de santé concerne certaines maladies ou pathologies. Alors, on va davantage aujourd'hui cerner les cancers qui, au-delà de 5 ans, ne nécessitent pas à l'emprunteur d'en parler. Ça évolue, puisqu'aujourd'hui aussi, on parle des patients qui sont atteints d'hépatite. Je pense qu'il faut considérer que les choses sont en train d'évoluer. Alors même si c'est jamais suffisant, toujours trop long, et j'ai conscience de la difficulté que ce soit très très chronophage, effectivement, et puis d'être pointé du doigt. Alors qu'en fait, on peut très bien vivre avec une pathologie toute sa vie. Après, il y a un amalgame, je dirais, qui malheureusement est fait aussi sur certaines professions comme la mienne, commerciale en assurance, ou certains agents immobiliers, ou des banquiers, etc., qui n'a pas nécessairement lieu d'être. Il s'agirait, je pense, davantage de davantage communiquer. Alors, c'est un défaut peut-être de la part des assureurs qui ne communiquent pas suffisamment, puisqu'en fait, une compagnie ne va pas fonctionner de la même manière qu'une autre compagnie. Monsieur Floch, je parlais tout à l'heure d'assurance voyage. Il y a, je vais en parler ouvertement sans nommer qui que ce soit, mais j'ai été abordée par un adhérent de l'association Petit Cœur de Beurre qui rencontrait cette difficulté d'avoir une assurance voyage, en fait, qui a été exclue de sa compagnie. Cette personne, en fait, souscrivait des contrats à chacun de ses voyages. Très honnêtement et en toute transparence, c'est une formule que j'ai découverte de la part de certaines compagnies, comme quoi l'assurance voyage rapatriement pouvait être souscrite pour un voyage à chaque fois. C'est dans la compagnie que je représente, donc Ma Santé Facile et Swiss Life. En fait, nos contrats santé incluent une assurance rapatriement de fait et qui n'est soumise à aucun questionnaire de santé. Quand j'ai été abordée en fait par cette personne, il y avait
en plus une urgence puisque le départ était très proche. On avait 48 heures pour réussir à solutionner ou trouver une solution ou conseiller. On a vraiment remué un peu tout le monde au sein de ma propre compagnie, que ce soit les services médicaux, juridiques, etc. Et effectivement, le fait que nos contrats bénéficient de cette assurance, en fait, permettent à tout à chacun de voyager et de couvrir les individus, les ayants droit, donc femmes et enfants, sans aucun questionnaire médical. Donc cette personne, on a réussi à la couvrir en moins de 48 heures et a pu effectuer son voyage. La personne en question n'aura pas besoin de resouscrire s'il y a des voyages de prévus dans l'année, en tout cas ou sur la durée de son contrat, d'autres assurances, puisqu'encore une fois, la pathologie n'est pas pointée du doigt. Alors, j'ai bien conscience qu'il s'agit de voyage, de plaisir et pas d'accession à la propriété. Cependant, on pourrait tendre et en tout cas espérer que ça avance, ça bouge et qu'encore une fois, même si le chemin peut être compliqué parce qu'on se fait fermer des portes ou qu'on est exclu de certains contrats, puisque là, les assureurs parlent en jargon assurance d'exclusion ou de majoration de primes. La majoration, en fait, il s'agit de ne pas exclure la pathologie et donc l'adhérent du contrat de l'assurance, quel qu'il soit, mais en fonction de la pathologie et du risque assurantiel, en fait, puisqu'il s'agit que de ça, de majorer la prime. Ce que je peux, moi, apporter et dire, c'est que chaque cas est différent, qu'on accompagne ou qu'on tente d'accompagner au mieux, en tout cas, nos adhérents et leurs familles tout au long de leur vie, puisque la vie en elle-même change, évolue, que les besoins peuvent évoluer également, et qu'en fait, on tâche de nouer, en plus d'un dialogue, enfin, une réelle confiance établie et de communiquer. Euh, je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, des personnes, des particuliers ou autres, soient dans l'obligation de taire une pathologie pour accéder à la propriété. Pourquoi? Parce que c'est un risque qui est avéré et qui est colossal, puisque si la fraude, hein, puisqu'il s'agit d'une fraude en fait, venait à être soulevée, quel que soit en fait ce qui puisse se passer dans la vie de l'adhérent, en fait, une compagnie d'assurance, euh, on va prendre un cas vraiment le plus extrême. Un décès survient dans la famille, la personne n'a pas déclaré sa pathologie, la compagnie d'assurance va pouvoir remonter, en fait, va interroger le régime obligatoire, hein, la CPAM, et forcément vont ressortir en fait la pathologie. Ce qui se passe dans ce cas, c'est que le risque, en fait, c'est que toutes les adhésions sont annulées, toutes les cotisations peuvent être demandées à être remboursées, et c'est un risque que l'on court individuellement, et c'est un risque pour toute la famille, puisque en cas de décès, ceux qui vont rester vont se retrouver à devoir payer. Ça reste complexe, ça peut paraître scandaleux aussi. Je l'entends, je le comprends. Malheureusement aujourd'hui, je n'ai pas la solution, moi, dans mon métier en tout cas, à apporter. Encore une fois, je ne peux qu'accompagner et tâcher de répondre aux questions des personnes atteintes de cette pathologie ou d'autres pathologies, hein, et de trouver une solution ou la solution la plus appropriée ou des astuces parce qu'il il y a aussi des astuces que l'on peut mettre en place pour permettre
en toute légalité, hein, attention, ce n'est pas des astuces border. En tout cas, de trouver la meilleure solution et la plus appropriée au cas par cas, parce qu'on ne peut pas faire de généralité. Voilà, j'espère avoir été à peu près claire et concise et d'avoir suffisamment vulgarisé, en tout cas, mes propos, puisqu'effectivement, très vite, on ne se rend pas compte, mais on a vite un vocabulaire propre, comme dans tout corps de métier. Donc, j'espère être suffisamment accessible. Sinon, il faudra me pardonner. Mais j'ai tâché de faire d'être voilà, la plus claire possible. Mais c'était le cas. Merci beaucoup, Émilie. On va pouvoir maintenant passer à la partie questions-réponses. Et donc, Aurélie, bah, je te laisse poser les Oui, questions. oui, merci beaucoup à tous. Alors, il y a beaucoup de chats entre vous pour avoir des informations sur quelle assurance par laquelle tu es passé, des numéros de téléphone, etc. qui circulent. N'oublions pas que le but de la réunion aujourd'hui, c'est vraiment à but enfin, non lucratif, pardon. C'était une petite parenthèse et notre volonté, voilà, pour laquelle on a fait cette réunion, c'était réellement pour vous ayez des conseils et pas de proposition commerciale. Je pense qu'on peut commencer parce qu'il y a eu une question ouverte, c'est-à-dire sur du lexique. Qu'est-ce que c'est une surprime et qu'est-ce que c'est une exclusion? Peut-être commencer par ça. Mm. Ça paraît simple, mais pour d'autres, certains l'ont posé cette question. Très bien. Alors, une exclusion, ça veut dire qu'on ne refuse pas, hein, une compagnie d'assurance va pas refuser d'assurer le particulier, mais va exclure la pathologie. OK. D'accord? C'est ce qu'on entend par exclusion. Alors, ça peut être une pathologie, ça peut être d'autres choses, hein. Il peut y avoir, par exemple, le surpoids, il peut y avoir, voilà, ce qui peut rester une, effectivement, exclusion, n'empêche pas l'assurance. D'accord? Et une surprime, en fait, on peut parler aussi de majoration. C'est-à-dire qu'on va assurer le futur adhérent ou la personne qui souhaite une assurance, mais avec une surprime ou une majoration. Ça veut dire que, je vous dirais n'importe quoi, si on souhaite une assurance et que la mensualité, la prime, on parle de prime, en fait, une prime, c'est une cotisation qui Mhm. peut être mensuelle ou annuelle. Donc, la surprime, ça va être une surcotisation. Ça veut dire que l'assurance ou la compagnie va permettre l'assurance au global, mais va demander au particulier ou à l'entrepreneur ou à la personne en question de payer plus cher. OK. Et du coup, ça rebondit sur une autre question qu'on a eue. De combien à peu près en pourcentage est située cette surprime? Est-ce que c'est en fonction des cas ou est-ce que c'est général? Alors, il n'y a pas un tableau, il n'y a pas de tableau revendiqué, il n'y a pas un pourcentage. Voilà. Encore une fois, le dossier médical, l'assureur n'y a pas accès. Mhm. C'est traité en fait par les médecins conseils qui en fait, eux, effectivement, traitent ça en termes de pourcentage. Comme lorsque un patient devient ou est invalide, le médecin conseil évalue l'invalidité en termes de pourcentage, ce qui permet là j'essaye de vulgariser, c'est pas toujours évident en fait, de permettre à la personne devenue invalide de bénéficier en tout cas d'une allocation handicap, mais en fonction d'un pourcentage. Euh, je pense, puisque moi, ce ne sont pas des choses que je traite encore une fois, que le médecin conseil, suivant la pathologie encore une fois, ne fonctionne. Il y a des barèmes établis certainement, mais ça va dépendre du risque assurantiel et du montant emprunté. En termes de prévoyance, par exemple, ce qui va, là c'est quelque chose que je pratique beaucoup, donc je suppose que ça fonctionne de la même manière. On va parler de
de coûts assurantiels, de primes sous risque. La prime sous risque, ça va être, vous avez un capital d'essai à hauteur avec un plafond, je peux vous dire, voilà, de 500 000 euros. Ça va être le plafond maximum en deçà duquel on ne va pas demander de questionnaire de santé. Là, je parle pour mon groupe, encore une fois. Je ne peux pas parler pour tous les groupes. Donc, Euh, en règle générale, en gros, il y a pas de, on ne peut pas donner un montant de surprime, ça dépend de la pathologie, de l'âge comment dire, du exactement. demandeur, et bien sûr peut-être de la compagnie auprès de laquelle il se dirige. Exactement. Et ce qu'on D'accord, appellera en forme assurantielle de capitaux sous risque. C'est le montant ok. global que l'assurance, le groupe va couvrir. Il y avait également, alors ça c'est une évidence, mais effectivement, si on ne déclare pas sa pathologie et que la banque nous accorde un crédit, c'est illégal. Euh, Est-ce qu'il y a forcément toujours des exclusions? Non, il y a pas toujours des exclusions. Alors, là, de la même manière, je ne peux parler et je ne peux m'engager que sur ce que je pratique et ce que je connais. Euh, il y a un premier schéma déjà et une première chose que tu as très bien pointé du doigt, c'est Hmm. l'âge de la personne qui va souscrire l'assurance. À partir de 50 ans, on va avoir il y a différents questionnaires de santé. Il y a un très gros questionnaire de santé qui est même très lourd puisque ça demande des examens sanguins, des tests d'effort, de devoir amener et présenter son patrimoine personnel, immobilier, une estimation de la fortune personnelle de tout à chacun. Mhm. Euh, Avant cela, quelqu'un de 30 ans, par exemple, peut échapper au QS. Il y a pas, pour une Questionnaire personne lambda, j'entends. QS, questionnaire santé. Questionnaire santé, tout Oui, à fait. d'accord. On va avoir en jargon assurantiel la data qui est juste une déclaration en fait pure sur l'honneur qui est juste très 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 légère, enfin légère entre guillemets, puisqu'en fait c'est un engagement de la personne qui va souscrire une assurance en indiquant qu'il n'a pas de voyage prévu à l'étranger d'une durée de plus de X. Ce type de questions, enfin ce sont trois questions pures. Si ça ne soulève pas après au sein du médecin conseil d'interrogation, ça n'ira pas plus loin. Attention, c'est pareil, on ne peut pas revenir sur un questionnaire de santé euh, dans certains cas au-delà de 5 ans. Et autre question, du coup je te coupe parce que j'en ai plusieurs. Sais-tu combien d'examens sont demandés par l'assurance? Combien d'examens? Examens médicaux ou de comptes rendus? Alors, là, c'est en termes d'assurance, mais emprunteur ou au global? Parce qu'encore une Emprunteur, fois, ce sera du cas par cas. d'accord. Oui, en C'est fonction vraiment, voilà, de la exactement. En souscrivant, alors, une assurance santé, encore une fois, au sein de mon groupe, classique, une complémentaire, une mutuelle, il n'y aura jamais de questionnaire de santé de demander, ni il n'y aura aucun regard de la compagnie sur la demande de déclarer une pathologie. D'accord? La prévoyance, là, qui concernera davantage des entrepreneurs ou des indépendants, mais qui peuvent aussi avoir cette pathologie, ça sera encore une fois en fonction de ce qu'on va appeler des montants à assurer, donc des capitaux sous risque en termes assurantiels et de l'âge de la personne. Donc c'est pour ça que il doit vraiment s'établir une relation de confiance entre l'assureur et l'adhérent pour pouvoir répondre au mieux et accompagner au mieux les personnes. Euh, euh, J'entends
Et ça peut être compréhensible que face à des renonciations, des exclusions ou des fermetures de portes, on finisse par se lasser et qu'on choisisse de ne pas déclarer une pathologie. Euh, Bah, c'est oui, vas-y, pardon. non, 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 c'est pas forcément en fait la pathologie qui va être pointée du doigt. Ça peut être simplement l'âge de la personne qui va déclencher un questionnaire ou les capitaux sous risque. Donc, c'est vrai qu'il y a un risque qui peut être pris, encore une fois, ou pas pris, qui est individuel et qui regarde tout à chacun, mais malheureusement, qui, euh, du coup, met en danger ou peut mettre en danger une famille Alors, entière. j'ai une question de Marine. Elle met, est-ce que si on demande un emprunt à deux de 400 000 euros, donc ce qui veut dire, s'ils font 50-50, 200 000 euros par tête, y aura-t-il un questionnaire de santé, puisqu'on est dans les 200 000 chacun, dont un qui a une pathologie? Voilà, alors, eh bien, si c'est par tête, alors c'est Bercy, hein, je pourrais transmettre le lien d'ailleurs, c'est très très intéressant parce qu'en fait, c'est revu à chaque fois très très régulièrement, il y a vraiment des avancées et c'est vraiment les derniers, les derniers accords, enfin en tout cas, les derniers textes de loi qui sont sortis et qui sont mis là depuis juin 2022 en fait, qui sont actualisés et qui indiquent bien, noir sur blanc, que si la part assurée par personne, je le lis pour vraiment, est inférieure ou égale à 200 000 euros et si le remboursement du prêt est prévu avant les 60 ans, il n'y a pas lors de demander, il n'y a pas de questionnaire de santé. D'accord, donc ça serait une solution finalement pour des personnes qui achètent ensemble. Euh, Exactement, et qui ont besoin de 300, 400 000 euros ou qui en a part personnelle. En dessous de 200 000, il n'y a pas de questionnaire santé. Donc on Jusqu'à a 200 000, exactement, ok, d'accord. par Et tête. par tête, oui, par personne, donc enfin par emprunteur. Euh, Exactement. et des 200 000 euros sont avec ou sans intérêt? Alors, ça n'est pas spécifié sur le texte, c'est une bonne question, effectivement. Il ne faut pas également omettre un point important, c'est que l'emprunt doit être remboursé avant 60 ans. Donc, ça veut D'accord. dire que c'est 40, par exemple, si on emprunte sur 20 ans à 40 ans, c'est Hmm, l'année des 60 ans, c'est 60 ans révolus. Si on emprunte d'accord. à 41, 61, il y aura un questionnaire de santé. Mais c'est des petites astuces sur lesquelles on peut peut-être jouer. Après, il y a la convention IRAS que vous devez Oui, connaître. Voilà. je peux refaire un. Si tu peux expliquer, parce que j'avais une question sur Alors, la soirée à. la convention AERAS, en fait, c'est une alternative pour garantir un prêt. C'est-à-dire que quand on a un problème de santé et que on voit, ça, en fait, ça facilite, c'est un facilitateur d'accès à l'emprunt. Normalement, un assureur ou un banquier, un prêteur en tout cas, doit automatiquement lancer la procédure. Si là, pour moi, on est au-delà des 200 000 Hmm, ou un seul à emprunter. Ça d'accord. devrait être automatiquement lancé et ça permet normalement d'obtenir des garanties enfin, c'est censé garantir le prêt. Après, il y a d'autres astuces qui peuvent être un cautionnement Hmm, d'une personne ou d'une banque. Il y a aussi certaines banques qui peuvent cautionner moyennant certaines banques le font gratuitement pour des clients. D'autres banques vont le proposer comme une forme d'assurance, en fait. Il y a ce qu'on va appeler le nantissement d'un capital. Alors, c'est quand une personne va détenir, par exemple, une assurance vie. La banque ou en tout cas le prêteur peut s'assurer en fait sur le contrat d'assurance vie de l'emprunteur épuisé en cas de défaillance du remboursement. Donc en fait, hmm. et après reste l'hypothèque si on n'est pas primo-accédant. Et alors, Alors, ouais, excuse-moi, il y a plein de questions qui mais arrivent et j'imagine. on essaie de faire ce qu'on peut avec le temps imparti. Il y a Morane qui apparemment donc nous dit qu'effectivement, on est bien sur les 200 000 euros par tête. Cependant, eux ont emprunté 206 000 et ils ont eu
un questionnaire santé à remplir. Est-ce que c'est 200 000 € par tête? C'est quelque chose de récent? C'est quelque chose qui a été adopté il y a peu ou pas du tout? Enfin, ou est-ce qu'il y a, il y a de l'abus? Je ne sais Alors, pas. alors, 200 000, là on parle de 206 000, donc on Oui, est 6 000 € dessus. Donc oui, forcément, on sort de la case. Le texte, c'est mis en place depuis juin 2022. Donc oui, c'est récent. ok. Bon, C'est ok. récent. Mais il ne faut pas hésiter on peut tomber sur un banquier, un prêteur ou un assureur prêteur ou un courtier prêteur qui n'est pas conscient en fait de ce texte ou qui est mal renseigné ou non averti. Il ne faut pas hésiter en fait à Semblerait leur... Il semblerait être le cas puisque l'emprunt date de 2023. Donc je pense effectivement. que malheureusement, il ne devait pas forcément être au fait ou Pas être au fait, certainement, un manque de connaissances. En tout cas, il ne faut pas hésiter en fait à prendre. Je mettrai le lien, enfin, je ferai passer le lien, Aurélie, je ferai pour après que vous puissiez le mettre sur le site ou en lien avec, avec cette réunion. Mais on peut s'informer et la parole d'un banquier, d'un assureur ou d'un prêteur en tout cas, n'est pas forcément toujours exempte et ne doit pas être prise en tout cas forcément pour argent comptant à 100%. Voilà. C'est- alors j'ai Graziella qui dit la convention Arias ne fonctionne pas dans les faits. Lui, son dossier assurance emprunteur a été envoyé par sa banque jusqu'à niveau 3, donc de la convention. Il y a eu un Ouais. refus de la clé. Il est passé par un courtier. Il a obtenu donc son assurance emprunteur en 2 semaines avec des exclusions de garantie. Est-ce que du coup, qui est détenteur de la réponse? Vous faites passer les compagnies, les demandes via Areas. C'est Areas qui décide ou c'est au final, c'est la compagnie qui a à la fin le pouvoir décisionnel? Alors, alors je ne suis pas apte à répondre, je ne sais pas. Je préfère dire ça que Ouais. de donner une... Voilà, sincèrement, je ne suis pas apte à répondre. Ok, donc il y Je a ne sais peut-être pas. euh, Il y a peut-être peut-être quelque quelque chose à creuser. En tout cas, cette convention a été mise en place et normalement facilite l'accès à l'assurance et à l'emprunt pour toute personne ayant des problèmes de santé, quels qu'ils soient. Il faudrait peut-être approfondir, n'ayant pas moi cette culture-là, puisque encore une fois, ça ne fait pas partie vraiment de ma réalité au quotidien. Ce sont des choses que j'ai abordées, que je connais, sur lesquelles je me renseigne parce que je partage ma vie aussi avec une personne qui est atteinte d'une pathologie. Donc, c'est quelque Mhm. chose que je connais bien dans mon quotidien. Mais dans mon métier, en tout cas, je ne suis pas confrontée et je ne voudrais pas apporter une réponse qui ne soit pas à Et 100% réelle. alors j'ai une autre question. Sans questionnaire de santé, donc si on n'en fait pas parce qu'on est en dessous des 200 000 Hum, voilà, hum. est-ce que du coup on est on est quand même aussi bien assuré que quelqu'un qui a eu un questionnaire de santé en fait? Ça n'a rien à voir. Ouais, L'assurance proposée, le produit est le même. Tout à fait. ouais, d'accord. Tout à fait. Le questionnaire de santé ne permet pas d'être mieux garanti ou mieux couvert. Mm. C'est une garantie que va prendre la compagnie sous couvert du médecin conseil, puisque encore une fois, c'est l'aval du médecin conseil ou non qui va permettre à la compagnie d'assurer ou pas le demandeur en tout cas, mais en aucun cas, ça ne change quoi que ce soit sur le produit assurantiel. Ok. Et alors j'ai une autre question d'Audrey qui alors me redemande quel est réellement le principe de cette convention AREAS. Finalement, ça pose question. En fait, c'est quoi le but de cette convention? Alors, le but de cette convention, il est de prémunir ou de garantir ou de faciliter l'accès à l'emprunt pour des personnes qui se voient fermer des portes parce qu'elles sont atteintes ou qu'elles déclarent leurs problèmes de santé. Quel que soit le Alors, projet, en gros. quel que soit le problème de santé, hein, attention, c'est une maladie auto-immune, un cancer, du diabète, du surpoids, ça peut être, c'est vaste, hein.
Hmm. Mais cette convention est là normalement, en tout cas. Après, ça vaut peut-être le coup, effectivement, de creuser dans ce sens et d'avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants de la convention. Mais en tout cas, bon, il est bien marqué pour moi, si votre état de santé ne vous permet pas d'obtenir une assurance de prêt aux conditions habituelles, l'assureur ou le prêteur lance automatiquement l'application de la convention AERAS. D'accord. Voilà. Et après, donc, il y a différents niveaux, effectivement, qui sont appliqués, mais la question est Certainement. posée de savoir si c'est Areas qui est détenteur de la décision ou si ça reste quand même Ou la la compagnie compagnie. qui est décisionnaire en définitive. De même, le fait de passer par un courtier, parfois, ça semble être une solution, mais on est d'accord qu'il y a des frais annexes. Alors, on me posait la question s'il y a un Bien sûr. surcoût plus important. Et là, je sais que tu fais partie d'une compagnie, mais euh, avec beaucoup de détachement, est-ce que ce surcoût est important en passant par un courtier ou pas par rapport à une Alors, juste non. un- Alors, enfin, le courtier va permettre, en fait, le courtier, c'est comme s'il avait un éventail entre les mains avec tous les produits de toutes les compagnies d'assurance, avec tous les taux, sans parler de ce que lui, en tant que courtier, va être prêt à mettre en plus, on va dire, pour gagner ou acquérir l'affaire. À Hmm. titre, voilà, c'est-à-dire qu'il peut jouer de son pourcentage. Effectivement, il y a un coût supplémentaire puisque le courtier va se rémunérer sur l'emprunteur. Ouais. Euh, donc après, le coût, je ne peux pas le donner puisque c'est un index qui va varier en fonction du produit, en fonction, encore une fois, de l'âge et de l'identité de la personne, en fonction de... Il y a tellement de paramètres, en fait, que ça peut être très vaste. Mais oui, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas un coût et qui peut être... Enfin, tout dépend où on Hmm. met le curseur, c'est pareil, hein, mais important. O- On va dire que ce sera un coût désuet. Non, ça reste un coût. Ok. Bon, ben, je crois que, enfin, en tout cas, moi, j'ai fait le tour des questions sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être à venir ou avant que nous clôturions cette réunion? Je ne sais pas. Je vous invite à envoyer vos questions si vous voulez. Merci Aurélie pour l'animation de ce temps d'échange. Effectivement, on a posé pas mal de questions. Je crois qu'on a eu beaucoup d'éléments de réponse. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller consulter la fiche dont je vous ai parlé, la fiche Les Essentiels sur l'assurance emprunteur, qui est donc disponible sur notre site internet. Si toutefois il y a des questions qui vous viennent après coup, donc après cette réunion, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire. On pourra y répondre après coup et peut-être aussi vous mettre en relation avec les différents intervenants de ce soir. Je crois qu'il y a une question. Oui, j'ai une question ouais, pour Nicolas. Alors, je ne sais pas si Nicolas nous entend, hein, il est dans le train. Non, Euh, je suis là, c'est bon, je vous entends. super. Marine vous demande si vous avez pu, enfin, apparemment, vous avez pu emprunter sans assurance dans un premier temps. Donc, la question était, est-ce rare? Alors, Émilie, peut-être aussi, vous pouvez répondre. Est-ce rare où les banques peuvent prêter sans assurance? Non, non, j'ai une assurance, hein. Ah, Ils prêtent pas sans assurance. d'accord. On est J'ai d'accord. eu une assurance, mais une exclusion. Voilà. Hmm. Donc, ma OK. cardiopathie était soumise à exclusion, donc j'avais bien une assurance, parce Mm. ils prêtent pas sans assurance, heureusement. Ouais, Non. Mais ouais. par contre, effectivement, avec une exclusion. Oui, donc vous avez été tout de suite mis de côté dès le premier round, on va dire, parce que vous aviez cette cardiopathie. Ouais, c'est ça. OK. Mm. Bon. Enfin, il n'y a plus de questions qui arrivent. Il y a Magali qui nous dit si, dans mon cas, ils ont prêté sans assurance sur ma tête. Et donc, on me repose, il y a un QS à partir de 400 000 pour un couple. Il y a un QS à partir de 200 000 Exactement, par tête. par tête. Donc, pour un couple, en fait, ça ne résonne pas en termes de couple. Parce que C'est par tête.
c'est par tête. Voilà, c'est-à-dire que même si on est deux à emprunter et on emprunte chacun 200 000, un fera un QS s'il est à 201, l'autre n'en fera pas Exactement. à 200 000. D'accord? Donc, c'est pas la somme globale empruntée, en fait. Il ne faut pas partir au global, il faut partir par D'accord. tête. Mm. OK. Après, c'est toujours pareil, ça dépend. La personne qui a réussi à emprunter sans assurance peut-être bénéficie-t-elle d'un patrimoine qui permet en fait à la compagnie, à la banque, etc., de désengager en tout cas l'assurance type. Encore une fois, ça reste du cas par cas. Hmm. OK. Super. J'ai plus de questions, Marie. Super. Bah, de toute façon, oui, on arrive à la fin de cette réunion InfoCœur. Donc, je remercie vivement tous nos intervenants de ce soir pour les informations précises que vous avez pu délivrer à tous les participants et qui seront en plus rediffusées en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, un grand merci à vous tous. Un grand merci aussi à tous les participants qui étaient là ce soir de nous avoir montré votre intérêt pour la thématique. Le prochain InfoCœur aura lieu au mois d'octobre sur la thématique de l'endocardite infectieuse. Je n'ai pas encore la date, mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On la communiquera très prochainement. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Au À revoir. Merci. bientôt, bonsoir.